Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui le test de la Kawasaki ZX4RR de 2023. C'est parti! Les amis, aujourd'hui j'ai l'immense privilège de pouvoir vous présenter une moto qui vient à peine de sortir ici en France. C'est une moto qui est sortie officiellement il y a à peine 3 ou 4 semaines. Donc merci encore à mon abonné qui est venu jusqu'ici avec cette moto toute neuve afin que je puisse vous la présenter. Donc cette moto, vu que son nom c'est Ninja ZX4RR, vous vous en doutez, on est bien sûr dans la gamme des sportives de chez Kawasaki. Et le fait qu'il s'appelle ZX4RR, c'est tout simplement pour la différencier de la Ninja 400 qui est actuellement en vente également chez Kawasaki. La Ninja 400, c'est une sportive, on va dire, du quotidien, essentiellement destinée aux possesseurs du permis A2. Ici, on a une machine qui a la même cylindrée, donc c'est bien un 400 cm3, mais pas du tout la même motorisation et pas du tout le même usage. Cette ZX4RR est motorisée donc par un 4 cylindres en ligne. Celui-ci peut développer jusqu'à 77 chevaux et même 80 chevaux avec le ram air, c'est-à-dire l'admission d'air forcée. Quand vous allez un peu vite, il y a un flux d'air qui se crée et donc plus d'air, plus de puissance. Donc la particularité de ce moteur, c'est bien sûr de proposer 4 cylindres en ligne dans une cylindrée modeste, ce qui est très rare. On n'avait pas vu ça chez Kawasaki depuis la ZXR 400, un modèle qui était proposé dans les années 90, que j'ai pu posséder d'ailleurs. Vous avez très certainement vu la vidéo si vous suivez ma chaîne. Aujourd'hui, la moto que je vous présente, c'est donc la ZX4RR, à ne pas confondre avec la ZX4R. En fait, ce sont les deux des motos identiques, mais la RR, c'est la version la plus haut de gamme. Elle se distingue par son coloris déjà, oui. Et au niveau technique, cette RR a des suspensions plus haut de gamme, des suspensions réglables. Et on a également un shifter up and down, et ça de série, alors que c'est en option sur la R. Aujourd'hui, le modèle que je teste est totalement d'origine, il n'a aucune option, et comme je vous l'ai dit, la moto est quasi neuve. Bon, ici on arrive dans la zone où normalement c'est un peu compliqué avec les machines sportives, et finalement avec cette ZX4RR, eh bien c'est plutôt facile. La position n'est pas si radicale que ce qu'on pourrait croire, on n'est pas au même niveau d'exigence que sur une ZX6R ou ZX10R. Là, il s'agit d'un guidon type bracelet, il est pris en dessous du tête de fourche, mais vous voyez qu'il remonte un petit peu. Donc finalement, en roulant normalement, on n'est pas si penché que ça. Je dirais qu'on n'est pas plus penché que sur un roadster avec un guidon du même type. Les repose-pieds, eux, sont bien sûr un peu haut et un peu vers l'arrière. C'est une moto sport, mais de nouveau, rien d'extrême. Je ne me retrouve pas obligé d'être allongé sur le réservoir. D'ailleurs, le réservoir, lui, est standard, ni trop gros ni trop petit. On colle bien nos genoux de chaque côté. Il a une contenance de 15 litres. Et la machine, bien que ce soit une 400, ne fait pas minuscule quand on la regarde. C'est une moto, on va dire, d'un gabarit standard. Donc vu que la position n'est pas trop basculée vers l'avant, on peut facilement prendre les infos autour de nous, et ça sans lâcher le guidon. Pour une sportive, c'est vraiment très bien. Et vous avez les rétros qui sont pris sur le carénage à l'avant, ce qui permet de voir ce qui se passe derrière bien sûr, mais on a quand même au moins la moitié de chaque miroir qui sont obstrués par nos bras. Donc comme je vous l'ai dit, la moto est totalement d'origine, et ce, y compris au niveau de l'échappement. On a un échappement assez volumineux sur le côté droit. Je ne vais pas dire qu'il est disgracieux, mais il est très visible dans le look de la moto. Et celui-ci ne fait que très peu de bruit pour l'instant. Là, je roule en agglomération, donc à assez faible régime. Et vous voyez que c'est un moteur 4 cylindres, donc extrêmement souple. On peut l'utiliser, bien que ce soit une 400, en restant entre 2 et 4000 tours. Et la sonorité est très feutrée, il n'y a pas d'exubérance pour l'instant. On verra tout à l'heure ce que ça donne en montant au plein potentiel de ce moteur, c'est-à-dire à 15 000 tours. 。 . 。 . 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
ici, je dois m'arrêter. Et vous voyez que je peux mettre un pied à plat et l'autre quasiment à plat. Donc du haut de mon mètre 70, vraiment aucune difficulté avec cette moto. Elle est beaucoup plus facile que ce que je pouvais craindre. Souvent les sportives ou dites hyper sportives sont très très radicales. Celle-ci finalement ne l'est qu'assez peu. C'est pas beaucoup plus radical que la Ninja 400. Moi, je suis toujours en agglomération et je roule, comme je vous l'ai dit, à très faible allure. Et je m'aperçois qu'il y a un petit voyant éco qui s'allume lorsqu'on roule à faible régime. C'est plutôt cool. Allez, je sors enfin de l'agglomération. On va pouvoir accélérer un peu. Et là, on entend le moteur. Là, ça devient marrant. Et c'est toujours aussi surprenant de se retrouver à aussi haut régime, alors que finalement on va pas très très vite. Là je suis resté en deuxième, j'ai dû monter à 80, 90, et c'est franchement super sympa, même si c'est pas un bruit, comment dire, extrêmement fort. On retrouve cette sonorité typique des moteurs 4 temps, 4 cylindres, très haut, à très haut régime, mais on va pas vous entendre arriver à 4 km non plus. Bon, comme on pouvait s'y attendre sur ce type de machine, on a une bulle à l'avant, mais vous voyez que celle-ci est extrêmement courte. Elle va à peine plus haut que le compteur. Donc franchement, si vous voulez un minimum de protection, il faudra s'allonger totalement comme ça pour se mettre dans le prolongement de celle-ci avec votre casque. En utilisation normale sur route, la protection est quasi inexistante. J'ai autant d'air que si j'étais sur un roadster. Alors, j'arrive maintenant dans un passage à basse vitesse. Comment ça se comporte? Là, je suis en deuxième. Bon, ça se manie avec aisance. C'est une moto qui est quand même assez légère. Elle pèse 189 kg tout plein fait, donc avec 15 litres de carburant. Les pneus ne sont pas gigantesques. C'est du 17 pouces, bien sûr, en 120 à l'avant et 160 à l'arrière. Bon les amis, vous reconnaissez l'endroit, on est là pour tester l'accélération. Petit rappel technique, cette machine donc est moderne, elle est blindée d'électronique, on a l'ABS, on a un traction control, on a le shifter et on a aussi plusieurs modes, des cartographies d'injection, il y en a même 4. Vous avez le mode pluie, aujourd'hui ce ne sera pas utile, du moins je l'espère. Le mode road, le mode sport et ensuite le mode rider qui est le seul qu'on peut totalement paramétrer. Donc moi, afin de tester vraiment cette machine à son plein potentiel, je vais tout de suite l'utiliser en mode rider qui est actuellement configuré pour puissance au max et avec le traction control sur 0. Il est désactivé. Pourquoi? Parce que le propriétaire m'a indiqué que selon lui, le problème avec cette moto, c'est justement le traction control qui parfois est intrusif à des moments bizarres et selon lui, ça donne des réactions qui peuvent parfois être flippantes. Donc j'ai préféré, selon ses conseils, le laisser désactiver. On va voir tout de suite ce que ça donne avec cette machine à son plein potentiel. Donc je rappelle qu'elle fait 77 chevaux pour 189 kg, plus mes grosses fesses dessus. Allez, c'est parti. Eh ben, ça fait plaisir d'avoir un moteur qui rugit comme ça. Par contre, avant d'être à 8 ou 9 000 tours, le moteur est vraiment très creux. Et c'est uniquement après que là on sent un regain de puissance. Ça fonctionne pas trop mal, mais de nouveau, ça reste un 400. Maintenant, on va vérifier si cette sportive braque bien. Donc je rappelle que je fais 1m70, j'ai les pieds qui touchent quand même bien le sol. Vous voyez que l'angle est quand même plutôt bon. On n'est pas en butée instantanément. Je maintiens la moto droite. Enfin, vous connaissez la procédure si vous regardez mes tests régulièrement. Vais-je réussir? Et oui, franchement, c'est pas trop mal. Vous voyez que je finis pile sur l'autre fil. Donc, de nouveau, ça braque comme un roadster. Il n'y a pas de réel problème. Maintenant, on va refaire un test d'accélération, puis on va se concentrer sur le freinage. Allez, let's go! Allez, frein arrière, ça freine pas trop mal pour un frein arrière, et le frein avant... le frein avant est plutôt bon aussi. Alors on n'a pas la sensibilité
avec les freins les plus haut de gamme actuellement, hein, mais ça reste quand même très très bon. En plus, vous voyez que les leviers de frein et d'embrayage sont réglables en écartement. Ça, c'est une petite attention qui me fait plaisir. Pour revenir rapidement sur les performances moteurs, hein, tout à l'heure je vous disais que c'est à partir de 8-9 000 que on sent un regain. En fait non, c'est même plus tard que ça. C'est vers 10 000 tours que ce moteur se réveille vraiment. Donc clairement, si vous voulez vous marrer, vous allez être obligé de cravacher le moteur. Mais bon, je pense que si vous achetez ce genre de machine, c'est exactement pour ça que vous l'achetez. Allez, un petit rond-point, comment ça se penche. Ouais, c'est extrêmement vif, hein. Pas de problème pour prendre les infos et on peut réaccélérer. Et le problème, c'est que finalement, lorsqu'il y a un petit peu de trafic, bah souvent on n'a pas la possibilité de monter vraiment le moteur dans les tours. On se retrouve tout de suite bloqué derrière les autres. Ça, malheureusement, c'est quelque chose de fréquent avec ce type de motorisation. Heureusement, là, vu que c'est une petite cylindrée, on profite quand même un peu plus de l'allonge du moteur que si vous étiez bien sûr sur un 750 ou un 1000, hein. Donc, concernant les commodos, sur cette machine à gauche, on retrouve bien sûr tout ce qui gère l'éclairage. On a des feux de détresse, ça c'est pas trop mal. On a aussi les boutons qui permettent de naviguer dans les paramètres de l'écran. Sur la droite, démarreur, coupe-circuit et un bouton pareil pour naviguer dans l'écran. Donc ce fameux écran, c'est un LCD couleur. Il est assez grand, plutôt lisible. Par contre, j'avoue que le problème, c'est la navigation dans les menus qui n'est pas intuitive du tout. D'ailleurs, si vous voulez changer d'un mode à l'autre, par exemple de Road à Rain, c'est relativement long, c'est des appuis longs à chaque fois, donc ça vous oblige à revérifier plusieurs fois ce qui se passe à l'écran. Je trouve ça assez pénible. Sinon, par contre, les infos sont nombreuses. On a bien sûr la vitesse, le contour, le rapport engagé, le mode, le traction control, la consommation instantanée, moyenne, il y a une horloge. Enfin, c'est assez complet. Les seuls défauts, comme je vous l'ai dit, c'est la navigation qui est vraiment pas intuitive. Et l'autre problème, c'est que tout est en anglais. Encore un petit rond-point. Ah ouais, ça se bascule avec une aisance vraiment surprenante, hein. Et finalement, je trouve aussi que le moteur soit un peu creux dans ses phases à bas régime, c'est presque rassurant, car on se dit que même si on venait par inadvertance à faire une rotation de la poignée involontaire, eh ben, y a tellement peu de couple à bas régime que finalement on risque pas d'un seul coup d'être désarçonné ou de perdre le contrôle. Là, vous voyez, je suis à 3000 tours, non 4000 tours pardon, j'accélère un peu fort, ça reprend de la vitesse, mais c'est pas fulgurant, hein. On va vérifier le maximum tolérable par ce moteur au niveau de la souplesse. Bon, vous voyez que là je suis à 25 en 6e. Je peux même freiner. Je descends à 20, à 15. Bon, de nouveau, la souplesse des 4 cylindres, c'est légendaire. Alors d'autant plus en petite cylindrée comme ça, où c'est vraiment d'une souplesse incomparable, hein. Ça permettra de nouveau aux débutants de ne jamais se faire peur. Si on n'est pas sur le bon rapport, bah, la machine elle ne devient pas bizarre, elle garde un comportement très très sain et facile. Allez, de nouveau un passage à basse vitesse. Ça se bascule tout seul. On va accélérer un petit peu, on va laisser passer cette voiture. J'utilise le shifter parce qu'il faut. Ça sert à rien d'en avoir un si on ne l'utilise pas. Allez, on réaccélère un peu. Ouais, le problème avec ce genre de motorisation finalement, c'est que ça monte tellement vite dans les tours qu'on se retrouve grisé par le son et on fait pas vraiment gaffe à quelle vitesse on roule. Là je vais faire une réaccélération, vous voyez que je suis à 6000 tours, en 3, j'accélère à fond, c'est pas terrible, je remets en 2, et là ouais c'est bien. Et de nouveau, faut rester environ à 10 000 tours pour être bien avec ce moteur. Là, on commence à avoir des perfs et des sensations. Allez, un petit dodan à 30 km/h. Bon, les suspensions sont assez fermes en même temps, c'est logique, hein, on est sur la version la plus haut de gamme avec des suspensions Showa
réglable. À l'avant, vous voyez que c'est une fourche inversée. Et à l'arrière, donc c'est un mono-amortisseur totalement réglable de chez Showa également. Pour l'instant, ça me paraît pas trop mal. Du moins sur route, c'est juste ferme comme j'aime. Après, on se doute que ces suspensions ont essentiellement été choisies afin de pouvoir changer les réglages et peaufiner vos performances sur circuit. Ah là là, il y en a beaucoup hein, qui doivent se dire ouais, je prends un 400 pour me calmer, ça va être beaucoup plus tranquille. Non, non, non. Grosse erreur, ce moteur prend 15 000 tours, il est vraiment cool à partir de 10 000, vous ne roulerez pas plus tranquille. Hein. Allez, c'est parti, une petite succession de virages. Et finalement, pour s'amuser, hein, il faut rester en deux. Faut que je reste méfiant, vous voyez qu'il y a quand même de l'humidité et des feuilles. Le freinage est largement suffisant, la moto incite instantanément à se déhancher. Franchement, pour faire un peu l'imbécile, ce moteur c'est parfait. Oh là là. Finalement, le souci c'est qu'on s'habitue assez vite à la sonorité parce qu'elle n'est pas si forte que ça, même quand on est à très haut régime. Et on pourrait facilement se faire surprendre par le rupteur. On s'habitue tellement vite qu'en fait on pourrait s'imaginer que le moteur peut monter à 17-18 000. Et ce serait tellement cool si c'était le cas. Bon, faut que j'arrête moi avec mon embrayage, faut que j'ai un shifter, bordel. Ah, c'est vieux réflexe. Et je vous dis ça, et instinctivement je rechoppe l'embrayage. Ah là là, incorrigible je suis. Et je réaccélère. De nouveau, hein, pour moi sur la route, c'est vraiment la bonne cylindrée en 4 cylindres, car on a ce comportement criard ultra haut régime, mais en même temps, on n'est pas satellisé instantanément à des vitesses absurdes. Ça reste raisonnable. Mais bon, l'autre problème, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on se prend très vite au jeu. Le moteur est très sympa au régime et finalement, très rapidement, on se retrouve à tout faire pour rester sur les hauts régimes. Droite, gauche, ah là là, ça virevolte d'un angle à l'autre. Voilà, je retrouve un peu hein, les sensations que j'avais à l'époque avec la ZXR 400 bien sûr, hein. Celle-ci est un petit peu plus puissante, mais finalement en termes de comportement c'est plutôt proche. Et ça me fait aussi penser à ma moto actuelle, la Bandit 400, qui elle aussi est en 4 cylindres et prend énormément de tours. Allez, on monte sur l'autoroute. Ah les amis, on peut pas s'en empêcher. Avec un moteur pareil, c'est à fond, à fond, à fond. Ah, quel plaisir. Bon, si je reste un peu stabilisé, vous voyez qu'à 110, je suis en 6ème à 6500 tours. Donc la consommation devrait pas être trop élevée en stabilisé. Là je suis à 4,7 litres quand même, hein, ça reste élevé. Hein. Finalement ça peut sembler contre-intuitif, mais avoir une 400 avec ce type de motorisation, ça vous fera pas forcément gagner grand chose en conso. Hein.
parce qu'on est tellement incité à faire hurler le moteur que bah, vous consommez autant qu'une plus grosse cylindrée qui, elle, sera utilisée à plus bas régime. Bon, vous avez vu que le passage sur l'autoroute, ça ne pose aucun problème, hein, mécaniquement. Après, faut se contrôler. C'est là le plus difficile. Bon, pour revenir un peu sur l'esthétique de cette machine, au niveau de tout ce qui est éclairage, bien sûr, tout est confié à des LED. À l'avant, on a aussi les clignotants qui sont intégrés dans le carénage. Personnellement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. À l'arrière, c'est plus simple. Les clignotants sont à côté de la plaque et ils sont à LED également. Bon, depuis tout à l'heure, vous avez vu qu'on pouvait rouler de manière un peu énervée avec cette machine. Maintenant, revenons un peu à la réalité. Hein. On va pas utiliser cette machine à 14 000 tours en permanence. Retournons sur des régimes plus usuels. Allez, de nouveau, hein, j'arrive pas à me forcer à utiliser le shifter. Hein. Je suis désolé. Hein. J'y repense en fait qu'après avoir utilisé l'embrayage. Ouais. Non, en fait, je le redis, c'est impossible de se contenir. Il y a vraiment trop un palier hein, entre 9-10 000 tours où d'un seul coup la machine se réveille. Quand on y a goûté, c'est difficile de réutiliser la moto à faible régime après. Hein. J'ai beau essayer de me contenir, de me contrôler, bah je n'y arrive pas. Et finalement, de nouveau, je fais comme à l'époque avec ma ZX4, enfin ma ZX-R 400, c'est à fond. Et on refreine. Plus on est brutal avec cette machine, j'ai l'impression plus elle fonctionne au top. Faut freiner fort, faut bourriner le sélecteur pour que le shifter marche bien. C'est une dinguerie. Et c'est reparti. Bon, faut que je me contrôle, faut que je m'arrête, faut que je me calme. Donc finalement, au niveau dynamique, qu'y a-t-il à reprocher à cette machine? Pas grand chose, si ce n'est peut-être cette histoire de traction control qui, selon le propriétaire, est gênant. J'avoue que moi je ne l'ai pas utilisé, j'ai fait tout le test sans le traction control. Et peut-être aussi quelques rares à-coups, des défaillances peut-être à l'injection. Ça me l'a fait quand j'ai essayé de réaccélérer fort à assez bas régime. Ça me l'a fait qu'une ou deux fois, c'est pas à chaque fois, donc je sais pas. Mais en l'utilisant par contre à haut régime, j'ai jamais le moindre problème, ça fonctionne impeccable. Une dinguerie. Mais je le redis, c'est pas une moto qui se destine à tout le monde, car beaucoup trouveront que c'est pas assez puissant ou que justement à l'inverse, ça demande d'être beaucoup trop à haut régime. Maintenant, on va parler des aspects pratiques, car cette moto en a quand même un petit peu. On peut démonter la selle passager, ce qui vous donne accès à un petit rangement, et ça vous permet aussi de démonter la selle conducteur pour avoir accès à la batterie. Si vous souhaitez rouler avec un passager, c'est forcément faisable, hein, mais je ne pense pas de nouveau que ce soit la meilleure moto pour ça. En termes de consommation, on en a déjà parlé, c'est environ 5 litres au 100, ce qui peut sembler énorme pour une cylindrée de ce genre, mais moi ça ne me choque pas, hein. On est quasiment tout le temps à très haut régime, donc forcément ça consomme. Hein. Maintenant, il faut qu'on parle du point peut-être le plus mauvais sur cette machine, c'est son placement tarifaire. Actuellement, cette 400 est vendue dans sa version RR, hein, celle que je teste aujourd'hui, la plus haut de gamme, pour un petit peu moins de 10 000 €. Et franchement, je ne connais pas grand monde sur le marché français qui serait prêt à mettre une telle somme pour une 400.
C'est bien là le problème. C'est en France, les gens ne regardent que les fiches techniques et ne testent pas les motos. Et ils regardent juste la fiche technique, donc ils se disent bah pour le à peine plus cher, je peux avoir une 600. Donc quel intérêt de prendre une 400? Et bah, je leur dirais juste testez-la. Hein. Franchement, sur route, pour moi, c'est le bon rapport prix, le bon rapport performance. On se retrouve pas à des trucs absurdes et c'est très sympa. Même si c'est vrai, 10 000 balles, c'est quand même cher. Hein. Enfin voilà les amis, je pense maintenant avoir fait le tour des caractéristiques de cette nouvelle sportive, la ZX4 RR. Si vous avez des questions, des remarques, des infos à nous apporter concernant ce modèle, l'espace commentaire est bien sûr là pour ça. Je tiens encore à remercier mon abonné qui a fait la route pour venir jusqu'ici sur mon lieu de tournage en Normandie, alors qu'en plus, vous voyez qu'on est au mois de novembre, même fin novembre, et la météo n'est pas au top. Merci encore à lui. Je reprécise d'ailleurs que si j'ai la possibilité de vous présenter autant de véhicules, c'est intégralement grâce à mes abonnés qui me prêtent leurs véhicules. Donc si comme lui, vous avez un modèle que vous aimeriez me voir tester en vidéo, eh bien prenez contact avec moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Si vous avez apprécié ce test, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner et comme ça on se retrouvera très bientôt pour un nouveau test. Mais à tous! Si vous allez sur le site de Kawasaki, vous pouvez voir qu'il y a une édition limitée pour cette moto, une édition limitée 40e anniversaire avec un coloris exclusif. Personnellement, je trouve que l'édition 40e anniversaire est beaucoup plus jolie que celle que je vous présente aujourd'hui. Et il faut savoir par contre que si vous la voulez en noir, elle n'est disponible que sur la version R, qui a moins d'options. C'est un peu dommage que tous les coloris ne soient pas proposés dans toutes les finitions.